Le but de ma présentation, c'est en fait de vous faire un état des lieux du système fiscal français. Savoir ce que l'on entend par prélèvement obligatoire et aussi ensuite ce que l'on entend par impôt. Savoir si l'impôt est juste, qu'est-ce qu'un impôt idéal, et savoir si le système fiscal est juste ou non. Vous m'entendez bien? Parce que je la vois un peu enrouée, donc je suis désolé, j'étais un peu malade jusqu'à hier. Il n'y a pas de micro. Alors, voici donc le plan, si ça fonctionne bien, de ce dont je vais parler. Je vais faire un petit point sur les prélèvements obligatoires et ensuite la structure du système fiscal français. Pourquoi j'ai coupé en deux et parlé des prélèvements obligatoires? C'est, je pense, que vous avez reçu un peu, on les traite sur les précédentes élections municipales et sur les élections cantonales, enfin sur les départementales maintenant. On parle d'impôt, de prélèvements obligatoires et on additionne les deux. On ne sait pas très bien ce dont on parle. Donc il faut déjà identifier ce que l'on entend par un prélèvement obligatoire et ensuite ce que l'on entend par un impôt. Et ça va vous permettre actuellement, comme on est en pleine période de campagne électorale pour les conseillers généraux, c'est de savoir combien sur le taux de prélèvement obligatoire la collectivité locale va recevoir. Et on aura une option totalement différente et ça va aussi nous permettre à faire des comparaisons internationales. Et savoir si le français, le contribuable français, est plus imposé qu'un contribuable étranger, allemand, anglais, etc. Donc, là vous avez, sur ce schéma-là, la répartition d'un côté des prélèvements obligatoires entre les impôts directs et les impôts indirects, et de l'autre, sur 1 euro qui est prélevé dans le porte-monnaie d'un contribuable français, la part qui va aller aux personnes publiques, c'est-à-dire d'un côté à l'État, à la sécurité sociale, et aux collectivités locales. Et vous avez un petit fragment au niveau de l'Europe. Alors, ce schéma, le camembert de gauche, il n'est pas tout à fait, actuellement, il n'est pas tout à fait vrai parce que je n'ai pas trouvé les derniers chiffres pour 2015. Et là, vous avez les chiffres de 2012, qui n'est pas encore sorti. Et je n'ai pas réussi à avoir les chiffres de l'INSEE. On verra plus tard, dans les prochaines diapositives, la part de la TVA, en fait, qui va augmenter par rapport aux autres prélèvements des impositions directes. Donc, qui va diminuer sur les prélèvements des impositions directes et l'augmentation des prélèvements des impositions indirectes. Sur le schéma, ce qui est intéressant en fait, c'est regarder le schéma de droite. C'est la part de l'État, la part de la sécurité sociale et la part des collectivités locales. Sur 1 euro qui est prélevé, vous avez 15 centimes qui vont partir pour l'État, 22 centimes qui partiront pour la sécurité sociale, et le reste va partir soit pour les collectivités locales, donc collectivité locale c'est la commune, le département, la région, aussi l'interco, qui prend de plus en plus de force et de pouvoir, et une fraction qui partira à l'Europe, parce que l'Europe a un budget qui se fonde également sur une partie de contribution qui est prélevée directement sur le contribuable français. Et c'est la partie TVA. Et le reste? Le reste, en fait, non, ça c'est pas prélevé. Le reste, c'est ce qui vous reste. Ah, oui. Dans votre porte-monnaie. Ce qui est en couleur, c'est ce qui part, c'est ce que vous donnez, en fait, aux collectivités publiques. Et ce qui est en blanc, en gris, c'est ce qui vous reste, en fait, pour vivre. C'est sur le PIB. Parce que c'est le pourcentage du PIB. Ouais, mais c'est pour vous donner une idée pour vous, parce que par rapport au PIB, comme c'est la richesse que vous produisez, c'est la richesse que vous avez. C'est ça. Donc, l'intérêt, c'est en fait d'additionner ce que prend l'État, ce que prend les collectivités locales, parce que là, ça représente réellement ce que l'on appelle les impositions de toute nature, donc les impôts. Ce qui est prélevé dans la part 14% 89, ça concerne grosso modo l'impôt sur le revenu, la TVA, la CSG et l'IS. C'est-à-dire les impôts sur les personnes soit physiques ou les personnes morales. De l'autre côté, les impôts qui sont prélevés pour les collectivités locales, ça concerne simplement les cotisations sociales. Donc là, on sort du domaine des impositions. Et vous avez un fragment de la sécurité sociale. À partir de ce schéma-là, ça permet, en fait, c'est dans les comparaisons internationales, c'est lorsque vous regardez les chiffres, soit de l'OCDE, et c'est les chiffres qu'on est abreuvé actuellement, disant que le français est trop imposé. Alors on a une imposition à taux de PO qui est de 44 et des poussières ou 46%. Si vous retirez certaines fractions, ça vous permet en fait de voir que l'État vit avec un taux de prélèvement qui est à peine de 15%, et c'est un taux d'un pays en voie de développement.
Et vous comprenez aussi les raisons pour lesquelles en fait, l'État a du mal à boucler son budget. C'est qu'il n'a pas les ressources nécessaires en fait, pour pouvoir vivre. Et on verra après pourquoi l'État en fait, a son budget qui est mité. C'est qu'on est dans une politique en fait, de déconnexion petit à petit des ressources de l'État. Lorsqu'on est au niveau du prélèvement de la sécurité sociale, donc on voit sur les cotisations sociales, c'est que l'on voit que vous avez en France un transfert important de richesse du porte-monnaie, on va dire, des contribuables français vers les administrations de sécurité sociale. Donc c'est que vous avez la moitié, enfin un quart pratiquement de la production de la richesse en France qui va pour les 5 piliers de la sécurité sociale. Donc c'est un choix de société. C'est l'un des taux les plus élevés, hein. On a simplement les pays du nord de l'Europe qui ont un taux à peu près pareil. Si on prend le cas des Anglais ou des Américains, c'est beaucoup différent parce que le taux de sécurité sociale, parce que là on est sur un côté obligatoire, est beaucoup amoindri parce que comme vous le savez, leur sécurité sociale n'est pas obligatoire. Donc là on a un choix de société français de dire que le contribuable doit contribuer en fait à un salaire qui est différé si on a un accident de la vie ou si à la fin de sa vie on a droit à des ressources supplémentaires. Donc c'est un choix. Ensuite, donc là c'est notre taux de 2011 de prélèvement obligatoire. Donc ces chiffres sont à relativiser à ce dont on a parlé précédemment. Là, à 43,9, on fait l'addition du taux concernant de l'État, du taux concernant de la sécurité sociale, des collectivités locales et de l'administration de l'Union européenne. Si les taux étaient honnêtes et si on faisait des comparaisons internationales honnêtes, et c'est ce que commence à faire l'OCDE, c'est qu'on est en train d'étudier actuellement en fait, à faire sortir la fraction cotisation sociale, donc tous les prélèvements donnés aux administrations de sécu, dans les comparaisons internationales. Donc, ce qui fait mécaniquement descendre le taux d'imposition fiscale français. On passe de 43,9 à on va descendre à 20%. Donc là, on descend énormément et ça montre que le système fiscal français n'impose pas énormément. Enfin, pas comme on souhaiterait qu'il impose. Donc là, ce diagramme représente ce dont on a parlé tout à l'heure. Sur les 44% qui sont prélevés de PO en prélèvement obligatoire, vous avez plus de la moitié qui part pour les administrations de sécurité sociale en cotisation. Alors, lorsque l'État a recouvré ses impositions, vous avez une ventilation du budget qui est faite. Le thème de la séance était de savoir où allaient nos impôts. Là, vous avez ici les dépenses de l'État. Lorsque l'État recouvre recouvre les impositions de toute nature, c'est ventilé sur ses postes budgétaires. Ces postes budgétaires sont définis par ce que l'on appelle la loi organique relative aux lois de finances. Vous avez des missions qui sont accolées à l'État, et dans ces missions, vous avez des programmes. Et ces programmes reçoivent une fraction en fait, de l'argent qui est recouvré. À travers ces dépenses, vous voyez la politique du gouvernement actuel qui est mise en œuvre. C'est-à-dire vers quoi on tend pour accentuer en fait, les politiques. Donc on peut voir principalement que c'est l'enseignement scolaire qui est mis en avant. Ensuite la défense nationale et la recherche. Alors ce sont les chiffres qui sont annexés au PLF, au projet de loi de finances initiale pour l'année 2014. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais après il y a beaucoup de choses à dire sur l'argent qui est mis par exemple sur l'enseignement scolaire ou sur la recherche de l'enseignement supérieur. Après on peut rentrer dans les détails. Par contre, Alexandre, le autre, le 25%, c'est quand même le quart. C'est le fonctionnement? C'est le fonctionnement, oui. D'accord. C'est le fonctionnement. Charge de la dette, 17%. 17%. Ça représente quasiment le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est beaucoup. Ce qui est énorme. Ce qui représente dans les derniers chiffres pour 2015 qui sont tombés, c'est 85 milliards d'euros, à peu près. Intérêt capital. Intérêt et capital, les deux. C'est l'intérêt qui est intéressant. On y reviendra. Au niveau des recettes, si je peux revenir un peu, au niveau des recettes de l'État, là, ça va affiner le diagramme, enfin le camembert que je vous ai donné tout à l'heure. Parce que là, ce sont les derniers chiffres. Là, vous avez le budget qui se fonde pour la moitié
à peu près par la TVA. L'autre, c'est l'impôt sur le revenu, donc qui a baissé, mais là qui a augmenté pour l'année 2015 sur les projections, et l'impôt sur les sociétés. Ça montre également aussi la proportion d'impôts directs et d'impôts indirects que l'on a dans le système fiscal, et que l'on va retrouver ensuite dans mes propos suivants, savoir qu'est-ce qu'on entend par un système fiscal qui est juste ou qui est injuste. Là, sur la structure du système fiscal que l'on voit actuellement, c'est que vous avez une proportion très en avant pour les impositions indirectes concernant le budget de l'État. Étant donné que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, comme vous le savez, est un impôt qui est progressif, donc qui monte, qui va monter son barème plus que la matière imposable, à la différence de la TVA qui est un impôt proportionnel qui va frapper à un taux uniforme la matière imposable. L'impôt sur le revenu a un produit de 75 milliards d'euros parce qu'il est mité, c'est-à-dire qu'il est grévé par des dépenses fiscales. Ces dépenses fiscales vont permettre en fait soit de soutenir l'économie, soit d'accorder un cadeau fiscal à certaines personnes. Vous avez l'impôt sur les sociétés, à 36 milliards, qui a encore diminué, et vous avez l'ex-TIPP, la TIP, qui concerne les produits pétroliers. Pardon. Les autres recettes fiscales, c'est grosso modo les accises et les alcools, et les produits sur les tabacs, dont je toucherai quelques mots dans ma deuxième partie de mon propos, lorsqu'on va voir à quoi va servir l'impôt, soit orienter le comportement, soit être plus redistributif, alors à corriger les inégalités. Le budget de l'État, vous avez donc, comme je le disais précédemment, une prépondérance d'imposition indirecte. Si vous accolez les recettes des collectivités locales, vous allez avoir un équilibre à peu près parfait d'imposition directe et d'imposition indirecte. C'est important de le savoir parce que, d'un point de vue de justice, on dit que l'impôt direct est plus juste qu'un impôt indirect. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais je pense que vous êtes tous d'accord aussi de dire que les impôts locaux qui sont des impositions indirectes sont des impositions directes sont des impôts qui sont injustes. Parce qu'elles sont proportionnelles. Donc, là vous avez des taux directs, des impôts directs et des taux proportionnels par rapport à des impôts indirects et des impôts à taux progressifs. À partir des années 90, la volonté gouvernementale, donc que ce soit gouvernement de gauche ou gouvernement de droite, c'était d'atteindre en fait, de laminer progressivement la progressivité, c'est-à-dire de réduire les barèmes d'imposition, afin de revenir à ce que l'on avait avant la création de l'impôt sur le revenu, à un seul impôt qui touche une seule matière imposable. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Attends, avant de passer. Ouais. Je voudrais vous reposer une question sur l'impôt sur les sociétés. La baisse est très forte. Est-ce que c'est lié à la baisse de l'activité ou est-ce que c'est aussi lié au crédit d'impôt ou c'est les deux combinés? Alors là, c'est lié à la baisse d'activité en partie, pour 2 tiers, et pour 1 tiers sur les baisses de dépenses fiscales. D'accord. Il y a les deux. Mais plus sur la baisse d'activité. Parce que sur les chiffres de 2000, qui sont les chiffres de 2013, donc là ce sont des chiffres plus de 2000, enfin là, les chiffres de 2014, mais c'est des chiffres de 2013. On est allé de retard, on est un ralentissement économique. Oui, je vais comprendre. C'est à cause de ça que là vous avez des variations qui sont importantes. Comme le taux de TVA qui est là indiqué à moins de 1,3%. Lorsqu'on aura les chiffres de 2015 qui sont fondés sur l'année 2014, là vous allez avoir une baisse de 5%. De 5%. Moins de consommation. Moins de consommation. Donc là, le problème avec ce genre d'exposé, c'est qu'on est toujours avec 2 ans de retard. D'accord. Toujours. Karen voulait poser une question. Non, c'était la même que Françoise. J'ai pas entendu, d'accord. Alors, maintenant sur ces chiffres, là comme on a posé le problème, c'est-à-dire qu'on a à peu près vu comment était fondé le système fiscal, il faut savoir à quoi va servir l'impôt. L'impôt, vous avez 3 façons de le voir, c'est-à-dire ça va dépendre comment vous voyez la société. Vous avez 3 finalités, 3 objets qui sont accolés à l'impôt. Vous avez ce qu'on appelle un impôt qui est pourvoyeur du trésor. C'est-à-dire pourvoyeur du trésor, c'est qui va alimenter le budget de l'État. C'est l'impôt qu'on a vu précédemment, type TVA. C'est qu'on veut un impôt qui soit optimal, efficient, efficace. Il n'est pas là pour corriger les inégalités, simplement là pour être neutre. C'est à ramasser un maximum, on va dire, de liquidités pour remplir les caisses de l'État.
Ça, c'est le premier point. Et c'est la conception, en fait, des années, de la fin de la Révolution française, de 1789, jusqu'au début de l'année 1914. Là, je vous ai mis en photo, donc financer les dépenses publiques, hein, donc pourvoyeur du Trésor. Prenez ce tour parce que, bon, c'est un clin d'œil. Ça a été l'un des fondateurs de l'école des sciences politiques de Paris, de Léopold Tarré, et grand libéral, théoricien de l'État parlementaire, donc de l'État gendarme, pendant toute la période du 19e siècle. À cette époque, l'impôt type, c'était un impôt qui était neutre, c'est-à-dire qui ne corrigeait pas les inégalités, qui était néfaste mais nécessaire parce qu'il y avait des charges publiques, il fallait les couvrir. Néfaste, c'est-à-dire donc on crée une dette fiscale sur le contribuable et il fallait que vous payiez. L'impôt était considéré comme le vol de votre propriété. Vous avez produit quelque chose, l'État vient, vous pique, on va dire quelque chose et vous devez payer. Donc neutre, néfaste mais inéluctable à cause des charges publiques et équilibré. C'est-à-dire que si les dépenses de l'État étaient de 100 francs à l'époque, il fallait prélever un impôt de 100 francs. Donc, ce qui est une aberration parce que à la Première Guerre mondiale en 1914, vous avez une dette publique qui équivalait à 90% du PIB. Donc ce que l'on vous dit actuellement que l'État français n'a jamais connu ça en temps de paix, c'est faux parce que ça existait déjà à l'époque. À cause du système fiscal, à cause de cette vision d'impôt. Donc financer les dépenses publiques. Vous avez la deuxième vision de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle redistribuer les revenus. Léon Bourgeois, c'est, bon, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le fondateur du solidarisme. Solidarisme, c'est le courant qui est entre le socialisme et entre le libéralisme. C'est prendre une partie de Marx, prendre une partie de Smith, les accoler à deux pour faire un espèce de shaky pot pour trouver les meilleures choses de l'un et les meilleures choses de l'autre pour avoir une idéologie. C'est la base de l'imposition sur le revenu des personnes physiques de 1914, c'est-à-dire un impôt progressif. Qu'est-ce qui se passe en 1914? On a besoin de fric, on a besoin d'argent. C'est la Première Guerre mondiale. On a aussi besoin de surveiller les gros contribuables, parce qu'on considérait que les gros contribuables penchaient plus vers l'Allemagne que soit patriote français. Donc qu'est-ce qu'on va créer? L'imposition sur le revenu. L'imposition sur le revenu, vous avez deux choses. Vous avez le taux progressif, la déclaration fiscale. À quoi va servir la déclaration fiscale? À vous contrôler. On dit vous les contribuables. Donc on vous contrôle pour voir quel est l'état de votre fortune. Et aussi on va créer un impôt pour un barème progressif, donc on revient à avant 1789, parce qu'on va considérer que comme certains contribuables sont riches, ils vont contribuer un peu plus que les pauvres. Et donc c'est la base. En 1914, le taux de l'IRPP il était de 2%. En 1950, il est monté jusqu'à 80%. Enfin, après, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est monté très très haut. En 1914, vous aviez simplement 4% de la population française qui était qualifiée à payer l'impôt sur le revenu. Enfin, j'ai qualifié qui était assujetti à l'impôt, parce que personne n'avait suffisamment de revenus pour le payer. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient 50%, et actuellement, on est toujours à 50%. Il y a un foyer sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Alors, ils redistribuent les inégalités, donc on va partir en fait du porte-monnaie du contribuable. On va considérer que ce porte-monnaie va se diviser en déciles et on va frapper en fait la partie du décile qui est considérée comme des revenus superfétatoires, de loisirs. Quelqu'un qui a peu de revenus, il ne sera pas imposé parce qu'il va utiliser la totalité de son revenu à se loger, à se nourrir, à s'habiller. Quelqu'un qui est riche, cette fraction va diminuer. En revanche, il va utiliser son revenu pour des loisirs. Et l'impôt sur la redistribution des revenus, en fait, elle va frapper la partie des loisirs. Aux États-Unis, c'est monté jusqu'à 92%, la tranche marginale. Et ça a baissé simplement à partir de 1984, à partir de Reagan. Pour revenir à ce que l'on disait précédemment, diminuer la forme progressive de l'impôt pour en fait diminuer le poids de la fiscalité. Donc on prend aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, c'est un peu trivial de le dire. Ça date de la théorie marginaliste des économistes, des gens comme Adolphe Wagner, qui ont été les influences de Léon Bourgeois, de Joseph Caillot, de Gabriel Ardan, c'est des auteurs fiscaux, qui ont été des conseillers de Pierre Mendès France,
qui a été le chantre de l'impôt sur le revenu et d'un impôt qui était interventionniste, lorsqu'il était au cabinet de Vincent Auriol, quand celui-ci était ministre des Finances du Front Populaire, en 1936. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans les années 50, quand Pierre Mendès France est devenu président du Conseil, en 1954, qu'il a axé sa politique sur un impôt interventionniste. Ça renvoie aussi à une conception de l'État. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'impôt neutre était l'impôt d'État gendarme ou d'État parlementaire. Là, vous êtes dans un État-providence. L'État-providence, c'est un État qui va s'occuper de vous, de votre vie, de votre naissance jusqu'à votre mort. C'est un peu comme la sécurité sociale, avec son numéro, c'est vous l'avez à votre naissance et vous l'aurez quand vous allez décéder. L'État est là pour s'occuper de vous, et comment il va s'occuper de vous? Il lui faut des ressources, et vous, comme vous êtes riche, contribuable qui est riche, il va contribuer un peu plus au budget de la nation, parce qu'il a gagné un peu plus d'argent que les autres, par rapport à ceux qui en gagnent moins. La troisième finalité, le troisième objet de l'impôt, c'est l'orientation des comportements économiques. Là, je vous ai mis une photo concernant la taxe carbone ou l'écotaxe. C'est une nouvelle vision des années 90 qui a été conceptualisée déjà par Keynes en 1936, mais qui a été repris par la taxe Tobin en 1990. On veut orienter le comportement pour éviter que le contribuable ait une vie néfaste, une vie qui peut atteindre une mauvaise santé. C'est la raison, la justification pour laquelle vous avez le paquet de tabac qui est passé de 10 francs dans les années 50 à, je sais pas, 80 francs actuellement, à passer 8 ou 9 euros. Vous avez 80% de taxes pour obliger le contribuable à ne pas aller fumer. Pareil pour les alcools, pareil aussi pour l'essence, ou alors pour les avions, et qui sert aussi à financer des politiques publiques. Donc là, les trois finalités de l'impôt. Ces trois finalités de l'impôt, vous allez les avoir sur la fiscalité, enfin ce que j'ai appelé la dynamique fiscale, fiscalité et société. Là, je vous ai mis des icônes de la Révolution française. En 1789, vous avez les deux ordres qui écrasent le tiers-État, étant donné que 96% de la population qui était le tiers-État supportait la quasi-totalité des impositions, et les autres, en fait, recevaient le produit des impositions. Les autres, je parle du clergé et de la noblesse. Vous avez de l'autre côté l'iconographie, en fait, de l'hydre fiscal et deux membres du tiers-État qui coupent la tête à l'hydre fiscal. C'est-à-dire, en fait, on est arrivé en 1789, vous avez table rase du passé, et là, on va créer un système fiscal qui est fondé sur la proportionnalité, et sur un système indiciaire, c'est-à-dire qui est fondé sur les signes extérieurs de richesse. Signe extérieur de richesse, c'est que vous êtes imposé sur ce que vous possédez. C'est les impôts locaux. Vous avez une grande maison, vous payez des impôts par rapport à la surface que vous occupez. Ce qui n'est pas dans un sens pas très juste, parce que vous pouvez avoir une grande maison, mais pas le revenu qui vont avec. C'est la raison pour laquelle vous avez, à cette période-là, à partir de 1914, là c'est les iconographies qui ont été publiées en 1914 lorsque l'IRPP a été créé. On presse les riches, et pour le premier, et avant on pressait les pauvres, c'est-à-dire que vous avez la finance. Allô? C'est pas toi. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. À partir de là, vous allez avoir un changement de conception. La justice fiscale, comme on l'entendait à l'époque, et c'est ce qui revient actuellement, c'était de dire qu'un impôt juste, un bon impôt, c'est un impôt qui était proportionnel. À cette époque-là, un bon impôt, c'était un impôt qui était progressif. C'est-à-dire que vous deviez avoir un taux qui allait augmenter par rapport à la matière qu'il a été. Actuellement, on revient en arrière. C'est-à-dire que l'on veut supprimer les tranches progressives de l'imposition sur le revenu, on veut dégager tout ce qui est des impôts directs pour mettre des impositions indirectes. Pourquoi? Pour en fait diminuer les frais de gestion et en fait accélérer la rentabilité de l'impôt et revenir à une certaine neutralité pour pas avoir un interventionnisme. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 30 minutes. Presque 30 minutes. Presque 30 tout minutes. à fait. D'accord. C'est très bien.
Une question sur ce graphique. Donc en fait tu dis il y a la baisse des recettes de la TVA parce qu'en fait il y a une diminution. Elle ne peut être que progressive, c'est constitutionnalisé, il y a une décision du Conseil constitutionnel, on ne peut pas revenir dessus. C'est la raison pour laquelle il est limité. Et ça, vous avez un rapport de la Cour des comptes d'il y a 3 ans qui l'a dit. À force de limiter, c'est la raison pour laquelle vous avez un produit de 75 milliards, 20,4 milliards, un produit de 4 à 5 milliards. On ne peut pas le supprimer parce que c'est considéré comme un impôt sur les revenus, il faut qu'il soit progressif. Et c'est la raison pour laquelle Sarkozy, lorsqu'il a fait sa réforme, il a fait un barème à 2 tranches. Pas parce qu'il voulait faire des dépenses fiscales. Ça sert en fait à orienter le comportement, ça sert à soutenir l'activité. Et le but de la manœuvre, en fait, c'est de savoir quel est le curseur qu'il veut utiliser. Une question concernant l'impôt. Donc il y a son progressif, le nombre de tranches, tout ça. Alors de mémoire, mais ça c'est à vérifier. Alors ce qu'on appelle niche fiscale, c'est un abus de langage. D'un point de vue juridique, sur les recettes. Non, mais c'est dépenses. Non, mais c'est pour que ce soit clair, parce que dans les journaux, ils utilisent les deux. C'est ce qu'on appelle une dépense fiscale. Ou comme une dépense sociale quand vous êtes sur les recettes de la sécurité sociale. C'est quoi une dépense fiscale? C'est que l'État va se priver d'une partie de ses recettes. C'est qu'il va faire un crédit d'impôt. On dit niche, ça c'est Chirac, lorsqu'il a dit derrière une niche, vous avez un chien qui a... Donc, la dépense fiscale, elle a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça soutient l'activité. Si vous avez un secteur économique, à un moment, l'industrie automobile, qui était qui périclitait, qui était pratiquement au bord de l'abîme, le fait de leur avoir accordé certaines Est-ce qu'on peut autorisations. taxer les produits en revenus financiers? Et deuxième question, c'est quand l'industrie de ce trac, on avait mis en provocation « Vive les impôts ». Avec l'idée que les gens, il y a des tas de gens qui ne payent pas d'impôts, et s'ils avaient des bons salaires, ils paieraient un impôt. Donc on est sur une autre logique. Et quand on voit qu'il y a moins d'entrées par la TVA parce qu'il y a moins de consommation, on voit bien que là, c'est y compris un des motifs de la crise. Donc est-ce que les recettes et la TVA. Tout le monde paye les impôts. Il faut qu'on arrête de dire ça parce que effectivement les gens. Je ne parle pas de ça, Jean-Marc. Les gens qui ne payent pas d'impôts ne vivent pas bien, qui ne payent pas d'impôts. Ils payent les impôts puisqu'ils payent la TVA. Oui, Bah oui, Il faut arrêter ça parce qu'en même temps, ça met dans la tête que comme on ne paye pas d'impôts, on dit rien, quoi. Alors qu'ils payent des impôts avec la TVA, qui est un impôt très injuste. Le travail. Voilà. Travail. C'est l'impôt, c'est la première recette. Bon, il faut pas. Autre chose. Tu n'as pas parlé de l'impôt sur la succession. Non. Et alors, on voit qu'aujourd'hui, l'impôt sur la succession fait que est tel que les grosses fortunes se refont à un niveau tel que, y compris qu'on retrouve le niveau du début du XXe siècle, juste avant la guerre de 14, et c'est moins aujourd'hui. Il n'y a plus de fortune qui, quelque part, s'amasse par le travail, même si le notion de travail, à ce niveau-là, on peut en parler, mais quelque part, on est plus sur la succession, et surtout qu'aujourd'hui, l'héritage, c'est pas sur 5 enfants, 4 enfants, 1 ou 2 enfants, donc c'est encore la masse est encore plus élevée. Et ça, c'est déjà une base d'imposition, quelque part, qui n'est pas assez forte, où il n'y a pas assez de prélèvements, et qui a posé des problèmes notamment aux États-Unis. Et c'est toujours en débat d'ailleurs, cette question-là. En France, on en parle moins. C'est parce que d'un côté, on fera votre revenu, enfin j'y votre revenu, le revenu du contribuable ou du foyer fiscal, mais c'est son revenu qu'on a gagné. Donc on n'est plus sur ce que je vous disais tout à l'heure, un système indiciaire sur les sinistérieurs du HS, mais sur sa fortune personnelle. Donc on vous impose, vous, sur ce que vous avez gagné. Première chose. Après, on vous impose la progressivité. Plus vous gagnez, plus donc votre matière imposable augmente, plus votre taux va augmenter. On revient à avant la Révolution française, parce que c'était la base du système fiscal de l'Ancien Régime. Donc on revient à avant 1780. Pourquoi actuellement on est contre tout ça? C'est parce que vous avez la déclaration qui suit la progressivité, parce que lorsque vous déclarez, vous la remplissez votre déclaration sur le principe de la bonne foi. On va penser peut-être que certains contribuables ne sont pas de bonne foi. Donc ils vont omettre de déclarer un ou deux revenus. Donc ce qui veut dire aussi que vous avez besoin d'une administration fiscale compétente. Donc qui dit progressivité dit une administration fiscale
je vais dire inquisitrice, entre guillemets, parce que c'est-à-dire, dans les bons sens du terme, qui va contrôler chez vous sur pièce et sur place votre argent et votre fortune, pour ensuite déterminer votre revenu. Et l'impôt sur les successions en 72, c'était là-dessus, c'était fait là-dessus. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, vous avez tout le courant libéral et une partie aussi du courant... Enfin, je dis courant libéral, libéral classique du terme. Hein. Là, je ne rentre pas dans les partis politiques, mais le courant libéral. Et contre ça, des gens, enfin, je dis libéral ou alors socialistes comme Proudhon, qui sont contre ce type d'impôt, parce qu'on va donner une puissance assez exorbitante à l'État, donc à la force exécutrice. Ce qui peut gêner aussi. Alors, progressivité pour un système fiscal juste, c'est parce qu'il est personnel. Là, on va dire que vous avez une fraction sur les autres recettes fiscales d'impôts sur la fortune, qui sont des barèmes progressifs, qui montent quand même assez vite, mais qui en revanche sont mités. S'il n'y avait pas de mythe, enfin de dépenses fiscales, on aurait un système fiscal extrêmement progressif. Donc là, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur la politique. C'est aussi vrai sur les recettes. On aurait fait cet exposé en 1990, donc si on revient 25 ans en arrière. J'étais jeune à l'époque. Nous aussi. Ça n'aurait pas été pareil. Parce que là, enfin, c'est pas ce schéma-là, c'est plutôt celui-ci. Ah, celui-ci. Mais si, aurait été totalement différent, celui de droite, je parle du camembert de droite. La part de la sécurité sociale qui concerne les cotisations dont on a parlé tout à l'heure, il ne serait pas aussi important, ça ne représenterait pas ces fractions-là. Ça représenterait à peine peut-être le côté collectivité locale. Parce que ça aurait été une fraction beaucoup plus importante au niveau de l'État. Donc en 25 ans, vous avez eu une politique, on va dire entre guillemets, fiscale, qui a profondément modifié le système fiscal français pour l'harmoniser vis-à-vis de ses partenaires européens aussi mondiaux. Et là, on rentre dans la théorie politique dans le sens où vous avez la chute du mur de Berlin, donc vous avez la chute de l'Union soviétique. Si en 1914, on a eu un impôt progressif sur le revenu et une augmentation du poids fiscal vis-à-vis des bourgeois, entre guillemets, vis-à-vis des riches, c'est parce qu'en 17, ça arrivait, vous avez des révoltes ouvrières. Donc vous aviez le rapport de force. Donc il y a tout ça aussi à penser. J'ai pas voulu m'arrêter là-dessus pour pas faire trop peu non plus. Mais il y a ça, il faut avoir ça à l'esprit. Donc le système là, fiscal comme il est, je dirais moi, enfin après c'est mon avis personnel, à mon sens, il serait bien sans le, et c'est bon, c'est ce que disait la Cour des comptes il y a 2 jours, sans cette politique de mitage de l'imposition du revenu et de l'ISF. Ça fait un rééquilibre, et ça change tout autour. Et aussi, bien sûr... Le système fiscal serait à peu près cohérent et juste s'il n'y avait pas les problèmes sur l'ISF et sur le mitage de l'impôt sur le revenu. Mais est-ce que justement le fait qu'on ait une augmentation des dépenses fiscales et donc des crédits d'impôt, c'est pas aussi un troisième problème quoi, pour justement conserver une justice de l'impôt? Parce que ouais, moi j'ai des souvenirs de prof d'histoire, parce que ce que j'enseigne un peu à mes élèves, mais par exemple le président des États-Unis en 1932, Roosevelt, il n'a pas seulement travaillé sur le crédit d'impôt, mais il a aussi travaillé sur les contrats passés directement avec les entreprises, pour offrir des emplois aux gens, quoi. Et donc c'est quelque chose, c'est marrant, c'est quelque chose qui est considéré maintenant comme étant complètement archaïque, quoi. Et donc je voudrais un peu avoir ton avis là-dessus. Est-ce que ça serait encore possible, par exemple, d'avoir des contrats, même y compris en tant que collectivité locale, passer un contrat avec une entreprise pour pouvoir justement développer l'activité dans un département, par exemple? Ah, bien sûr, ça existe, c'est ce que fait l'État à l'intérieur de lui-même au niveau de ses directions. Il y a des contrats j'appelle ça des contrats de stabilité de croissance. C'est qu'on accorde un budget à une direction et on sait que ce budget va durer pendant 3 ans, et au bout de la 4e année, si ça a bien fonctionné, on a rempli des objectifs, on a le même budget. Vous avez certaines collectivités, alors je crois de mémoire, c'est la collectivité d'Aquitaine qui avait conditionné certaines aides à certaines entreprises, par la création d'emplois. Et ces emplois qui n'ont pas été concrétisés, les entreprises ont dû rembourser. Ça a existé. Sur le manque à gagner
Donc ce qu'on voit pas là, ce dont on... alors donc il y a la fraude fiscale, bien entendu, c'est dans toute la presse aujourd'hui, enfin dans le dossier du Monde. Il y a ça, et puis il y a effectivement la fameuse optimisation fiscale. Et puis alors est-ce qu'on met dans l'optimisation fiscale toute cette activité économique virtuelle qui ne peut, je pense à Google, des entreprises de ce type qui c'est fluide, hein, c'est pas des marchandises qu'on peut toucher, donc il n'y a pas de facture, il y en a, mais c'est ça le problème. Voilà, donc là il y a un énorme manque à gagner, et comment apparemment ça semble difficile quand on écoute les gens qui sont dans le même domaine d'activité que toi, il y a maintes solutions, mais ils ont tous l'air de dire que c'est très difficile à mettre en place. Ça, et puis effectivement sur les flux financiers aussi. Alors, on est dans un système fiscal qui est ouvert, les frontières sont ouvertes, il y a de la mobilité. Avec les ordinateurs, les transferts de capitaux, ça va beaucoup plus vite qu'à cette époque. Et l'état des lieux qui pourra être fait et les perspectives d'avenir, c'est de savoir sur quelle matière imposable il faudrait frapper. 19e siècle, c'était le sol. 20e siècle, c'était le revenu, le produit financier et les dividendes. Le 21e, ils sont en train de chercher. Savoir, pour Google, alors il y a Google, il y a Facebook, il y a Amazon et il y a Apple. C'est les quatre. C'est les quatre qui tombent parce que c'est les quatre plus importants et ceux qu'en fait qui optimisent. Parce que l'évasion fiscale n'est pas illégale. C'est la fraude qui va. Non mais bon, c'est ça toute la difficulté. Et l'optimisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça c'est la question. C'est comme les systèmes fiscaux sont en concurrence, c'est savoir celui qui est le plus optimal et le plus efficient possible. Et là actuellement ils sont en train de travailler pour les harmoniser et les rendre beaucoup plus virulents. Mais la question c'est savoir sur quoi on va frapper. Enfin frapper c'est imposer. J'ai un avis là-dessus. Je pense que la dette c'est quelque chose qui va être permanent. C'est pour tenir les gens sous, enfin le peuple sous le culpabiliser hein, et le tenir sous la coupe quoi. Hein. Il y a une dette à rembourser, elle sera permanente si on n'a pas d'autres orientations, telles qu'elle se profile en Grèce. Enfin, Alexandre pourra le confirmer, mais l'État français n'a jamais été non endetté. En 1890, la dette de l'État français elle est à 90%. Et voilà. Bon, mais sur d'autres raisons, parce que après, il y a une justification. C'est les intérêts aussi. L'allègement entreprise... toujours demander aux entreprises, moi je veux des cadeaux, je peux pas, etc. C'est la politique du CNPF et du MEDEF maintenant, ça a toujours été. Donc vous m'allégez, etc. Le gouvernement Hollande a décidé, avec sa loi, de dire, on vous donne, on vous prélève encore, on vous fait des cadeaux, en contrepartie vous embauchez. Rien. Ah oui, et le chômage n'a pas cessé. Et le chômage augmente. C'est-à-dire, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Il y avait on est d'accord. Il y a eu une loi qui a été abolie sur... Donc pourquoi l'État ne dit pas stop, maintenant, vous nous remboursez? Moi j'ai une question qui sort de là. Moi je dirais fiscalité et médias. Cette histoire d'impôts juste, pas juste... que les sociétés, il faut continuer, qu'on ne peut pas faire autrement que de leur faire des cadeaux fiscaux, allègement de charges, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même dans la médiatisation et la façon dont on parle de la fiscalité dans les médias? Certaines personnes ne connaissent pas les raisons pour lesquelles certains impôts ont été créés. Et là, sur certains impôts qui reviennent, ou certaines théories qui reviennent, comme on revient sur l'impôt sur le revenu, là actuellement, il y a tout un courant d'idées politiques. Ce que vous avez dans ma présentation, c'est ce qu'on appelle les idéologies fiscales. Sur certaines utopies fiscales, de créer ou de fonder certains impôts sur avoir un seul taux, ou alors fonder un impôt sur une certaine flat tax, ça peut fonctionner, oui. Ou ça peut comme ne pas fonctionner. Là, la Russie actuellement a fondé son système fiscal sur un impôt sur le revenu. Ça fonctionnait très bien tant qu'elle avait ses ressources pétrolières. Le prix du baril est tombé, là ils reviennent en arrière. Après, vous pourrez, pour compléter ce que tu disais, les médias, oui, ils parlent beaucoup. Pour rien dire. Pour rien dire, tu as fini ma phrase. Ouais.
au lieu d'asséner certaines choses qui reviennent, il faudrait mieux peut-être expliquer justement d'où viennent ces théories et pourquoi elles sont peut-être nécessaires. Systématiquement, et notamment dans les médias et aussi au niveau des deux principaux partis politiques, l'UMP et le PS, je mets entre les deux quand même, on nous explique que la dette c'est une catastrophe. Bon, si on demandait autour de nous quel est le ménage parmi nous, ou le foyer, qui n'a pas été endetté à un certain moment. Bon, et moi je me souviens de débats, non seulement au Conseil général, mais également il y a des témoins au conseil municipaux, où on se posait la question de la dette. Certains nous attaquaient sur la dette. Notamment les partis de droite en général demandaient à ce qu'on s'endette le moins possible. Or, l'endettement d'une collectivité locale, ça permet de lancer des programmes, ça permet de faire des investissements, au même titre qu'une entreprise d'ailleurs. Et bien sûr, le problème c'est le montant de la dette par rapport au budget. C'est exactement comme dans un ménage. Or, effectivement, quand vous entendez les économistes distingués, parce qu'il paraît que les économistes sont toujours distingués, notamment à la télé, bon, on s'aperçoit que la dette c'est une chose horrible, l'impôt, alors là, et souvent on ne parle pas d'impôt, d'ailleurs on parle des charges lorsqu'on parle des entreprises. Or, si on regarde les diagrammes tels que celui que tu as montré tout à l'heure au niveau de l'Europe, alors on explique que la France, bon, effectivement, on est bien placé dans le peloton de tête. Mais quand on regarde le différentiel entre ceux qui sont au-dessus de nous et ceux qui sont en dessous de nous, le différentiel est relativement faible. Moi, je m'attendais, quand j'entendais ça, je me dis, mais attends, il y a 10% entre nous et l'Angleterre ou l'Italie. Alors, le différentiel est effectivement un peu plus important que l'Allemagne. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du simple au double. Et c'est vrai aussi pour les dépenses d'éducation. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Je te coupe 2 minutes. Là, sur le diagramme de l'Allemagne, il n'y a pas les impositions des collectivités locales. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est plus bas. Là, la France, État unitaire décentralisé, on a un taux à 49. On met l'imposition des landers, on monte un peu. Donc c'est la raison pour ça que... Exactement. Pascal, il y a quand même un jeune Premier ministre grec qui vient de décréter qu'en fin de compte, il a lutté contre la fraude fiscale. Hein? Et alors c'est dommage parce qu'en fin de compte, bien entendu, les médias ne déclinent pas vraiment son programme. Est-ce que toi tu as des informations là-dessus? Parce que j'ai entendu par exemple contrôle des changes, mais enfin on a l'impression que, d'après ce que tu nous as dit, le contrôle des changes ça va être compliqué, les transactions en haut débit, enfin bon, etc. Ça va être il va faire d'abord son cadastre. On va commencer par ça. Et puis il y a les armateurs et puis les milieux religieux, le clergé ne paye pas. Ah oui, ça je sais, mais bon, faire payer l'église orthodoxe, ça va être compliqué. Le problème du cadastre. C'est le cadastre. C'est le cadastre. Pour revenir à ce que tu disais là tout à l'heure, Albert, le fait de refuser l'emprunt ou de dire qu'il faut rembourser, que l'emprunt est négatif, ça c'est une légende noire du 19e siècle et qui n'a jamais été prouvée. C'est un des principes qui dit, c'est considérer que la dette était le diable. Enfin, ce sont des gens comme on a vu tout à l'heure. Je vous ai mis en photo son chef spirituel qui était Paul Leroy-Beaulieu, c'est un amphi à la Sorbonne, qui était le conceptualisateur de cette idée. Elle a fondé en fait sur la Bible. C'était de dire la dette c'était le diable. Et il ne faut pas déporter sur les générations futures le poids des investissements actuels ou des dépenses actuelles pour les autres qui les ont. Mais ça n'a jamais été prouvé parce que tout au long du 19e siècle, comme tout à l'heure Franck l'a dit et ce que j'ai dit, il y avait une dette de l'État. Ça existait. On avait voté des abattements pour les quartiers où il y avait un potentiel fiscal qui était faible. On l'avait voté, c'était 15%, je crois, à l'époque. C'est 15%, oui. La droite... Ça l'est toujours. Hein? Ça l'est toujours. Non, pas... Non, mais non, ça existe toujours. Oui, mais lui, il l'a supprimé. Mais c'est toujours possible. Oui, non, mais c'est toujours possible. C'est les maires qui décident. Mais Dupont-Aignan l'a supprimé. C'est fini. Et il n'y a aucun... Je veux dire, t'habites les Tournelles ou t'habites la Bellevue ou le Petit Bois, là-bas, qui est un quartier très chic.
tu payes, il n'y a pas d'abattement. Il n'y a plus d'abattement, et ça, c'est la droite. Vous voyez, le scandale, c'était quand même Prats, ce maire RPR, qui nous a imposé un équipement nautique qui, de toute façon, a un prix d'eau. Donc, on s'est endetté pour quelque chose qui n'existe plus. Ben oui. C'était pas. Alors, l'autre, il a dit, désendettement. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a payé un impôt pendant longtemps, de toute façon. C'est pas la dette, c'est cet équipement qui n'existe plus. Donc, c'est ça. Et en même temps, il y avait quand même aussi compris, Pierre Mauroy et compris avait mis en route, c'était en 82 ou en 83, je crois, le fait que les collectivités pouvaient avoir une gestion privée. Donc c'était ça au début aussi, c'est comme la piscine, ou c'est comme le CEC, si vous voulez. Parce que l'utilisation de l'impôt, c'est aussi... On paye des impôts, pourquoi? Pour quelle redistribution? Et c'est ça qui est intéressant en fait. Bon, si c'est pour avoir des pots de fleurs et puis des beaux escaliers, des lampadaires en or, ok, d'accord. Mais la redistribution, c'est quoi? C'est est-ce qu'on peut faire plus pour les enfants, plus pour les familles? Enfin, donc il y a les choix après. Comment tu utilises cette manne d'argent, à qui tu profites? C'est pour ça qu'en même temps, la question de l'utilisation des impôts, c'est comme là, comme l'État. Bon, ils utilisent C'est ce que je voulais tout à l'heure dire, parce que là je ne vais pas parler des impôts locaux. Les impôts locaux, pouvoir, il y en a 4. Après, on a certaines communes qui peuvent vivre avec un seul, et les 3 autres les dégagent, c'est les communes qui sont dans l'ouest parisien, comme ils ont beaucoup d'ex-tax pro, ils ont beaucoup de CET. Les difficultés des villes comme hier, Montgeron, Draveil, tout notre secteur, c'est qu'il n'y a pas de taxe professionnelle. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, après, on a une imposition qui est extrêmement lourde. Ou alors, comme j'ai mon oncle qui est là, qui habite à Grigny, c'est eux qui supportent parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Après, il y a suffisamment... Enfin, les impôts locaux sont des impôts qui sont indiciaires avec certaines possibilités qui ont été données dans les lois de décentralisation par la gauche pour les communes libres. Après, les communes sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais attention, ils sont encadrés pour éviter la concurrence fiscale. Et ça vaut aussi pour les départements. Mais après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité départementale. Tu peux, bon, en gros, hein, tu peux dire que le département et les communes, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu retrouves exactement les mêmes phénomènes. Et la plus belle preuve, c'est qu'actuellement, l'État se désengageant avec les départements, le département, c'est un transfert. Hein, il se rattrape sur les subventions aux communes. Hein. Et les communes vont se rattraper sur qui? Sur le contribuable. Et les départements se rattrapant déjà sur le contribuable. Bon, c'est vrai que c'est tout à fait similaire, si tu veux. Hein, par contre, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que nos concitoyens se posent la question, à quoi sert mon impôt? Pourquoi? Parce que tu payes de plus en plus d'impôts, tu as moins en moins de services. Hein. Et on a inventé un tas de trucs qui, justement, permettent de faire tout ce qu'on veut avec l'impôt, sauf ce que le citoyen attend. Et moi, je pense que l'un des plus beaux exemples, enfin, pas des plus beaux, au contraire, l'un des exemples les plus scandaleux, c'est la généralisation, alors au niveau de l'État, mais même au niveau des départements, de certains départements, la généralisation des PPP, des partenariats publics-privés. Hein? Et ça, c'est un véritable scandale. Alors d'autant plus que, on peut, à la limite, je veux bien qu'on conçoive des partenariats de cette nature, mais tout dépend, les clauses et le financement de ces PPP. Quand on voit, bon, il y a 3 exemples flagrants, c'est le palais Ballard, le palais de justice, hein, et puis à notre porte, et là le département est dans le coup, l'hôpital d'Évry. Et donc, moi je comprends que nos concitoyens se posent la question, je me pose moi-même en tant que concitoyen d'ailleurs, bon, et malheureusement actuellement, ceux qui ont pris le mort aux dents sur ce genre de questions, c'est essentiellement le Front National. Alors quel avantage par rapport à nous, par exemple, hein, d'avoir les médias tout de suite reprenant leurs déclarations, etc. Mais la question que je me pose, c'est qu'a priori, il semble très difficile de revenir sur un PPP. On peut pas. On ne peut pas, oui, alors c'est clair. Ah, celui de l'hôpital francilien a été remis en cause. Oui, mais avant que ce soit terminé. Avant que ce soit terminé. Avant que ce soit terminé. Ah oui, d'accord. Et surtout, il y avait énormément, il y avait tellement de malfaçons et d'oubli. Moi, j'ai eu l'exemple d'une piscine départementale faite par Dugoin. C'était pas vraiment un PPP. Mais on s'est aperçu, au moment, à la veille de l'inauguration, on s'est aperçu
que comme par hasard, non seulement la piscine coûtait plus cher, mais comme par hasard, l'architecte avait simplement oublié les vestiaires et le parking. De plus en plus cher, d'autres services, de plus en plus privatisés. Donc, des salaires qui régressent ou qui stagnent, des pensions, alors je n'oublie pas les pensions, c'est 0,9 par an et encore. Donc tout ça fait que ça réduit, je veux dire, le pouvoir d'achat des citoyens, quel qu'il soit, pour avoir un budget, je veux dire, c'est là la cohérence, parce que l'origine de la crise quand même, parce que ça faut en parler, il parle de la crise et tout, c'est comme des choix aussi budgétaires, des choix d'indépendance, des choix de fiscalité, des choix pour développer des bons salaires. Moi je suis contente que quand même ça se remue un peu pour revendiquer des bons salaires, mais maintenant, je ne sais pas, quand les gens ils ont 1% dans l'année, ils sont contents quoi. Et encore, 1 ou 2%. Donc on voit quand même le pouvoir d'achat par les petits salaires et aussi par le fait que les gens payent de plus en plus cher. Plus en plus cher et moins de services rendus. Donc on a quand même une incohérence là-dedans, c'est quand même là-dessus qu'il faut dire. Parce que, à la limite, ce que tu nous dis, c'est que, à la limite, on pourrait tout à fait faire une autre politique avec le système fiscal qu'on a actuellement. Donc en fin de compte, c'est vraiment une décision politique. Voilà. Bon. À la limite, quand on nous dit oui, il faut absolument de réforme fiscale, elle serait souhaitable, mais pas forcément nécessaire. En fin de compte, on pourrait mener une politique autre que celle qui est menée actuellement et réaliser des choses favorables pour les citoyens et les concitoyens. Donc ce qui veut dire qu'en fin de compte, on peut considérer aussi dans un département ou dans une commune, on pourrait faire exactement la même chose, parce que le système n'est pas si vérolé que ça, en fin de compte, le système fiscal français. Voilà. Tu me confirmes. Tu me confirmes. Les gens n'étaient pas taxés à 75%. Bah, ils sont pas C'est-à-dire qu'ils sur 100 euros, on n'allait pas leur piquer. Bah, bien sûr. Mais c'est ce qu'ils ont compris. Alors, c'est pas ceux qui payent effectivement, ils savent bien, mais c'est ceux qui sont en dessous qui ne savent pas, voilà, qui payent un peu et qui râlent parce qu'ils payent. Le barème de l'impôt, après la réforme, avec le barème qui est actuel en 2014, de 2014 et 2015, c'est un taux progressif de 5 tranches et qui commence à partir de 6 011 euros. La première tranche est à 5,5, la deuxième elle est à 14%, et la troisième elle est à... Elle est à 45%. Donc c'est un taux à 4. On pourrait en rajouter et puis étaler un peu des tranches supplémentaires, plus alors là pareil, intermédiaires. de mémoire à vérifier, jusqu'au début des années 90, je crois qu'il était à 7. Enfin, il était à 7 lorsque Chirac l'a réformé en 2005, et avant je ne m'y intéressais pas. Il est monté jusqu'à 9, je crois.